Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre culturelle, des épisodes qui auront lieu désormais toutes les semaines. Ce sera plus possible désormais de faire un épisode par semaine. J'ai eu quelques circonstances adverses il y a quelques jours, depuis quelques jours, donc je dois vous dire que voilà, j'ai dû un petit peu calmer le rythme, ce qui est un petit peu normal lorsque on commence à prendre une petite routine. Alors donc, bienvenue dans cet épisode de la guerre culturelle, votre émission culture et philosophie. Alors aujourd'hui, je vais parler donc cet épisode un petit peu impromptu. Je vais parler de la Révolution. C'est un sujet dont je vous ai parlé. J'ai dit j'allais vous en parler régulièrement. Alors, il y a plein de surprises qui vont venir, plein de contenu, énormément de contenu gratuit. Voilà, je vous promets. Ça va venir courant du mois de novembre. J'ai pas trop envie de dévoiler mes plans non plus. Voilà, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je vous avais promis auparavant, c'est-à-dire la Révolution. Alors pourquoi la Révolution ? La Révolution, elle a été rendue légale dans la Constitution de 1791, donc on avait le droit à l'insurrection. Alors c'est pas vraiment un droit à l'insurrection. Si un jour vous avez l'occasion de lire ce magnifique livre qui s'appelle le traité politique de Spinoza, donc qui a été écrit au XVIIe siècle, il explique qu'en fait on n'a pas des droits fondamentaux, on a un pouvoir fondamental et ce pouvoir fonde le droit. Donc on a le pouvoir d'insurrection parce qu'on a le pouvoir de se débarrasser de toutes les institutions démocratiques dès lors que la volonté populaire décide de s'en passer et décide de refonder l'État. Donc ceci a été enlevé de la Constitution de 1791. Il me semble que c'était celle de 91, même pour une simple, ou celle de 93, peu importe. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que en fait, lorsque vous prenez la Constitution de 1958, donc la Constitution gaullienne, il est écrit que le gouvernement se fait pour le peuple, par le peuple, et se fait au nom du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, nous sommes dans une démocratie, ou du moins, nous avons une vocation démocratique pleine et entière. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est pas véritablement question de supporter un gouvernement qui n'aurait plus cette vocation démocratique. Donc, la possibilité de révolution est toujours légitime et elle est même fondée par certains aspects en légalité. Voilà. Après, la question dans la réalité, c'est que aujourd'hui le peuple, c'est-à-dire ceux que nous sommes, c'est les prolétaires, ceux qui sont incités à peine pouvoir se reproduire et qui commencent à se paupériser et qui sont les seuls à tenir à peu près encore à la France, à la culture française et à l'État français. Donc ce peuple-là est oppressé et il n'a pas vraiment les moyens de se rebiffer pour le moment. Donc, il va falloir créer des structures pré-révolutionnaires, et notamment pré-révolutionnaires pour une très bonne raison, c'est que nous avons vu que nos capacités d'insurrection ont été confisquées. Ouais, elles ont été confisquées notamment pour deux choses. La première, c'est parce qu'on a beaucoup moins les moyens matériels de faire la révolution. On l'a vu avec les agriculteurs. Par exemple, on étouffe les agriculteurs alors qu'ils sont les derniers à avoir les facultés dans le peuple, dans le peuple qui n'est pas une espèce de lumpen prolétariat, dans le vrai peuple libre, les derniers à pouvoir bloquer les routes et bloquer les approvisionnements des villes, etc. Des villes qui décident de plus en plus de faire sécession du reste du pays, les grandes métropoles, et puis parce que en fait l'accès aux armes, qui est en fait un droit constitutionnel, qui est justement la capacité même de s'insurger contre un gouvernement qui deviendrait antidémocratique, nous est peu à peu rongé, puis voire renié. C'est de plus en plus compliqué. Toutefois, comme vous êtes encore dans un gouvernement qui se dit démocratique, vous avez encore le droit de vous procurer une arme, et sachez que vous n'êtes pas un citoyen digne de ce nom si vous n'avez pas une arme. En fait, si vous n'êtes pas aujourd'hui capable de pouvoir prendre les armes contre un gouvernement qui utilise toutes les parades possibles, juridiques notamment, pour confisquer le pouvoir au peuple. Donc nous sommes dans une démocratie limite. Voilà, c'est-à-dire que c'est de moins en moins démocratique. Ça ressemble même plus du tout à de la démocratie. On a même un Conseil constitutionnel qui dit que il peut remettre en question un vote référendaire, donc le vote du peuple lui-même. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans la vocation démocratique de notre pays est véritablement en danger. Et de ce fait-là, les possibilités d'insurrection devraient être, c'est ceux dont nous devrions nous soucier en premier lieu.
Alors toute la difficulté, bon déjà, si vous voulez avoir une arme, il faut vous inscrire en club de tir, ça c'est une réalité. Maintenant, il faut savoir avec qui vous allez vous défendre si l'État fait défaut. Et je sais que l'État fait de plus en plus défaut, on l'a vu avec Philippines, donc la sécurité est de moins en moins assurée pour les citoyens, mais c'est encore dans les métropoles. Il se trouve que dans les campagnes, quand le gouvernement décidera que les campagnes, il peut s'en passer, vous allez retrouver dans des morceaux entiers du territoire qui vont être dépouillés, et ça je vous en ai déjà parlé précédemment. Qui vont être dépouillés des forces de l'ordre, ou alors où le gouvernement traître décidera en fait de s'en prendre directement aux citoyens capables d'insurrection, incapables de se révolter contre l'État antidémocratique de leur pays. Donc là-dessus, il faut vous organiser. Alors de toute façon, je vous ferai pas un grand laïus sur pourquoi il faut quitter les grandes villes. De toute façon, d'abord c'est très difficilement jouable au niveau du travail, même avec le télétravail, c'est compliqué de quitter les grandes villes. Malheureusement, pour des questions de sécurité dans les quartiers les plus pauvres et d'insécurité surtout, et puis d'exposition aux ondes électromagnétiques dans les quartiers les plus riches, parce que on va avoir la 5G, la 6G, la 7G d'ici 2035. Donc voilà, c'est dans 10 ans la 7G. La 6G arrivera à la fin de la décennie. Déjà la 4G fait crever le bétail. La 5G, on refuse les études. La 6G, la 7G, ça va rendre les centres-villes littéralement invivables. Mais comme tout le pouvoir est aux entreprises de télécommunications, ça va être quasiment impossible d'enrayer ça. Donc de toute façon, on ne pourra vivre dans les grandes villes que par intermittence. Il va falloir s'en aller à la campagne, et c'est là seulement que vous pourrez vous organiser entre gens. Alors, ce que vous appelez ça des clubs de lecture, des clubs philosophiques, des clubs masculins, des clubs français. Le but, c'est de rester en forme, même des clubs sportifs. Le but, c'est de rester en forme. Le but, c'est de vous serrer les coudes et de pouvoir vous protéger les uns les autres, et à la limite de pouvoir faire des veillées s'il y a des problèmes. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a vu des insurrections, etc. Donc voilà, si demain il faut boucler un quartier, il faut que vous puissiez compter les uns sur les autres pour pouvoir vous défendre. Sinon, voilà, dans les villes moyennes ou dans des endroits plus grands, en fait, plus vastes, parce que tout le monde peut pas non plus aller habiter dans des petits villages, parce que même le travail à distance, il demande quand même une bonne connexion internet, et ça, la bonne connexion internet, vous l'aurez pas toujours dans les petits villages, de même que ça devient de plus en plus difficile de vivre dans ces petits villages, ne serait-ce que pour des questions de services qui sont de moins en moins disponibles, et d'économie, en fait, de détissage économique. Donc donc il faut que vous rencontriez des gens, il faut que vous montiez donc des associations. Les gens dans les villes moyennes, même dans les petites métropoles, même dans les grandes métropoles aussi, il y a les rassemblements qui sont un petit peu patriotes. Vous pouvez rencontrer des gens qui aiment votre pays, enfin qui sont des citoyens normaux, quoi, qui aiment votre pays et qui ont un tant soit peu envie de se défendre, qui n'ont pas envie de crever comme des moutons. Voilà, on l'a vu pendant les mouvements anti-pass. Voilà, c'était aussi l'occasion de rencontrer énormément de gens qui avaient des intérêts concordants. Alors bien sûr, il y a le problème de direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Donc les services, quoi. Les services sont toujours là quand vous les voyez aux manifestations, ils sont toujours là, ou la police, bref, ça c'est quelque chose d'assez classique. Le truc, c'est que en fait c'est pas si mauvais que ça que vous soyez, de toute façon. Tout mouvement, toute association qui sera d'importance, tout mouvement de défense potentielle qui sera d'importance suscitera l'intérêt des renseignements intérieurs. Ça c'est normal, c'est un peu la rançon du succès. Après, si vous êtes une petite cellule et que vos intentions sont républicaines, démocratiques, françaises et libres, il n'y a pas de raison que en fait, si le pays est en danger, que même si votre mouvement, vos associations comptent des gens des forces de l'ordre ou comptent des gens du renseignement intérieur,
que ces gens-là se rangent de votre côté et puissent même vous appuyer dans certains soutiens. Par contre, lorsque vous vous appelez Juvin Brunet, moi je trouve que Alexandre Juvin Brunet est quelqu'un de plutôt courageux, même si je trouve qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour du personnage, mais c'est quand même quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a fait deux mois de prison pour avoir essayé de faire une monnaie qui concurrençait l'État. Bon, avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir autour de ça, mais une ambiguïté dont beaucoup de membres de la patriosphère sont imputables à divers degrés. Parce que c'est pas toujours facile non plus de lever du pognon, donc c'est toujours compliqué. La question c'est que quand Juvin Brunet fait ça, c'est peut-être instructif pour apprendre à tirer, pour rencontrer des gens. Le seul problème qu'il y a avec Juvin Brunet, c'est que c'est un aimant pour la DGSI. C'est-à-dire que, à mon avis, tout ce qui est lié à lui, tout ce qui est lié à sa personne, suscite l'importance des services des renseignements intérieurs. Et avec ce petit problème que en fait les pouvoirs publics vont s'enquérir. Vont s'enquérir des avancements de Juvin Brunet, parce que Juvin Brunet se dit sur le front d'une éventuelle insurrection populaire. Et donc ce sera malheureusement ce sera le premier sur lequel ils tomberont si demain il y a ce type de mouvement. Donc on reviendra sur la question à la fin, sur la question des leaders à la fin. Juste déjà dans une troisième partie, je voudrais parler de la révolution elle-même. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous ne sommes pas organisés. Le peuple n'est pas organisé. La situation qui avait prévalu durant les Gilets jaunes était une situation un petit peu exceptionnelle. Aujourd'hui, on doit quand même supputer que le gouvernement aura une position légèrement différente et ne laissera pas les choses faire. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'agents qui sont sur les réseaux pour éviter que des mouvements tels que les Gilets jaunes ne se reproduisent ex abrupto, quoi, d'un seul coup, quoi. Et puis il faut pas oublier que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, l'ennemi, ça a été l'extrême gauche, c'est-à-dire que l'extrême gauche a noyauté le mouvement, alors que c'était un mouvement anti-impôt, a essayé d'en faire un mouvement d'abord social, puis sociétal, puis ensuite complètement d'extrême gauche, c'est-à-dire dans l'espèce de décatissement anti-français, complètement d'une permissivité et d'un laxisme total, très loin de la question où part mon argent, quoi, où partent les impôts. Donc ça c'est, et puis surtout on a vu les milices antifascistes qui ont été utilisées par l'État pour casser très régulièrement et pour décrédibiliser le mouvement, qui était jamais arrêté par les policiers. Je sais pas, le nombre incroyable de vidéos on peut voir à l'œuvre les antifascistes qui sont en fait les fascistes. C'est-à-dire que les antifascistes sont là pour casser les mouvements populaires, pour casser les mouvements patriotes, pour casser les mouvements de solidarité nationale, en fait, ils servent soi-disant, sous des prétextes d'extrême gauche, ils servent le grand capital. En fait, ils servent la division sociale, tout ce qui pourrait faire que la nation serait une et solidaire. En fait, ils sont là pour le briser et ils arguent pour ça d'une solidarité universelle qui n'existe pas. En fait, cette solidarité universelle se fait au détriment des travailleurs français et en fait au bénéfice des grands patrons. D'ailleurs, nombre de profils des antifascistes sont directement liés en fait à l'élite de ce pays, à l'élite auto-sanctionnée de ce pays, c'est-à-dire tout ce qui est magistrat, tout ce qui est haut fonctionnaire, tout ce qui est grand patron. En fait, les antifascistes sont la jeunesse de la haute bourgeoisie française. Donc c'est normal qu'ils viennent casser les mouvements populaires. Alors, et puis il y a aussi la stratégie Terra Nova, c'est-à-dire qu'on va vous dire en fait cette révolution c'est pas la bonne, nous ce qu'on veut c'est la révolution, c'est la grande révolution, c'est le grand soir, c'est la révolution internationale. Et donc pour ça, en fait on fait venir un maximum de migrants, les migrants cassent les prix du travail, vous le voyez dans les restaurants à Paris, dans les restaurants il y a que des migrants et lorsque vous allez en province, il y a que des Français dans les cuisines. Donc je parle des cuisiniers, ou des commis de cuisine, des plongeurs, ce genre de choses.
Donc ça, c'est la stratégie de Terra Nova, c'est la stratégie de remplacement de peuple, c'est la stratégie du grand remplacement. Alors, soi-disant, le grand remplacement n'existe pas pour les théoriciens de l'extrême gauche. En fait, ils appellent ça la créolisation, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire le remplacement d'un peuple libre par une multitude de peuples ayant des mœurs archaïques et étant du coup facilement pénétrables par la société de consommation, pourvu que celle-ci acceptent leurs spécificités qui permettent de conserver la population divisée. Donc ça c'est le gros problème en fait, c'est que la révolution, on va vouloir vous la confisquer, on va vouloir vous imposer une révolution prétendument internationaliste, soi-disant faite par la gauche, en fait qui est une révolution faite pour les patrons, par les patrons, et qui va servir à dissoudre le pays dans le grand gloubi-boulga mondial. Donc pour éviter ça, donc déjà, c'est vrai qu'il y a la pression démocratique. Alors ils ont créé, c'est-à-dire que la création, le Frankenstein de Mitterrand, qui était Jean-Marie Le Pen, a donné lieu aujourd'hui au Front National de Marine Le Pen, puis au Rassemblement National, qui prétend mettre la pression démocratique. Sur une classe politique en fait qui est largement corrompue déjà par le monde extérieur, et puis qui est en fait juste celle des grandes métropoles, c'est-à-dire celle du centre et celle de la gauche, qui est contre le peuple, contre le terroir, contre la culture française, pour la disparition de tout ce qui rend libre, et pour l'asservissement des sens et l'hédonisme maximal. Donc quitte à faire des compromis parfois avec quelques fanatiques à droite à gauche, mais en gros aujourd'hui on a ces deux blocs, c'est-à-dire on a ceux qui sont qualifiés comme étant d'extrême droite, qui ont un programme qui est quand même moins à droite que celui du RPR en 1990, qui est donc le Rassemblement National avec les satellites qui est autour. Et puis de l'autre côté, on a un bloc centre et gauche, qui sert les intérêts du grand capital, soit ouvertement, quoique quand on voit Michel Barnier, il ose nous sortir des arguments patriotiques pour soutenir le grand capital, et soit avec des arguments d'extrême gauche qui servent en fait au final le grand capital par destruction en fait de la culture française, du passé français, du patrimoine français, et de tout ce qui fait que la France est la France. Voilà. Alors, cette pression démocratique, on le voit aux États-Unis en fait. Est-ce que ça va être suffisant ? C'est le contexte qui est derrière la campagne de Trump. Est-ce que la pression démocratique va être suffisante pour renverser la vapeur et pour pouvoir en fait virer les élites mondialistes et les remplacer par des élites qui sont déterminées à servir leur peuple ? C'est une vaste question. Mais quoi qu'il advienne. En fait, vous devez considérer que la France aujourd'hui est quand même devenue peu de choses, parce qu'elle est restée pendant des décennies entre les mains de gens malveillants. Donc la France est aujourd'hui peu de choses, et elle menace de chavirer sous le poids des forces mondialistes. D'où la nécessité en fait de vous préparer à une révolution, à une éventuelle révolution. Donc et d'où l'importance aussi de pouvoir être proche de certains membres des forces de l'ordre. C'est-à-dire que la question de leur juste emploi sera posée au cas où il y a vraiment un renversement politique. Et puis surtout, et ça je vise pas forcément Jérôme Brunel, j'en ai parlé, je pense que par certains aspects il fait preuve de sincérité, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de leaders qui ont la France qui portent la France dans leur cœur, et qui sont capables de faire des rassemblements honnêtes où vous pouvez trouver des camarades de combat. De combat politique qui pourra demain être un combat moins politique. Mais la question, c'est que surtout, il faut éviter... il faut se servir des différents chefs qui montent des combines, et puis éviter de rentrer dans leur division, éviter de rentrer dans leur délire narcissique, parce qu'ils sont c'est tous des gros narcissiques, en fait, ils pensent qu'à leur gueule.
Et s'ils montent des rassemblements, c'est juste pour avoir des gens derrière eux. Et à cette culture, en fait, assez de droite, de monter sa clique, monter sa bande, et en fait, qui sont juste des espèces de mini-cultes du chef, avec des cellules où il y a toujours un petit chef, voilà, et qui se prend pour le gros leader. Alors moi je vous dis pas, hein, de temps en temps il faut qu'il y ait un leader, hein. D'ailleurs il faut que vous en désigniez un, parce que il y a à un moment donné, quand il faut prendre des décisions concrètes, il faut obéir à un seul chef. Mais le reste du temps, ce qu'il faut monter, c'est les cercles, en fait, c'est les cercles citoyens, c'est les cercles civiques. Voilà. Alors les Russes, ils appelaient ça des soviets parce que ils avaient pas à bouffer et qu'ils étaient, ils avaient pas de culture, ils ont pas beaucoup grande culture à sauver et ils étaient, comment dire, collectivistes. Mais vous êtes pas collectiviste en fait, donc vous n'avez pas appelé ça des soviets, mais c'est sûr que des cercles civiques, il faut en créer partout. Donc Juvin Brunet a appelé ça des CSP, des comités de salut public. Bon, ça rappelle la période glorieuse de la terreur, donc je sais pas, c'est forcément c'est forcément le terme le mieux indiqué, mais l'idée est là, c'est-à-dire que il faut monter des cercles civiques partout. Il faut que en fait vous soyez capable de vous rassembler avec n'importe quelle bande de copains et faire les ponts entre les bandes de copains, et surtout ne pas dépendre des chefs politiques qui sont en général des youtubeurs en fait, qui sont des chefs de bande youtubeurs. Qui iront jamais au carton, qui savent généralement pas tenir une arme, et qui en fait qui seront jamais capables de faire le taf, parce qu'en fait c'est surtout des beaux parleurs. Donc c'est sympa pour se rassembler, sympa pour rencontrer du monde, mais il faut qu'on sorte aussi de ce culte non seulement de l'homme providentiel, mais du petit chef. En fait, voilà, il faut qu'on monte nos petits clubs républicains et démocratiques. Voilà. Ça c'est urgent parce que en fait, comme pour reprendre une expression de Marx, c'est-à-dire que la situation politique va s'effondrer sur le poids de ses propres contradictions. Voilà, c'est-à-dire que économiquement, socialement, intellectuellement, on est dans une phase qui est tellement contradictoire que le peuple français va se disloquer en fait. Il est déjà en dislocation parce qu'il y a déjà les violeurs et les violés, donc voilà, qui sont systématiquement les mêmes. Donc du coup c'est les meurtriers et pas meurtriers, et alors on vous dit ah oui, il y a cette histoire de nana qui se fait violer pendant 20 ans par son mari. Ouais, enfin son mari, il a argué qu'elle était raciste, c'est pour ça qu'il la faisait violer par de la diversité en fait. Diversité qui se souciait pas beaucoup du fait que cette bonne dame a été endormie pendant des années. Donc voilà, donc il y a un moment aussi voilà, il commence à s'opérer des distinctions, et moi je vous dis, hein, si vous arrivez à créer des cercles avec d'authentiques patriotes, peu importe leur couleur de peau, peu importe voilà, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de conviction. Est-ce que vous aimez la France, est-ce que vous êtes prêt à la défendre? Voilà, si il commence à y avoir des barrières mentales parce que non, ma communauté c'est mieux parce que si, parce que ça, non, votre communauté elle existe parce que la France elle existe. Donc à partir du moment où vous mettez votre communauté au-dessus de la France, vous avez plus rien à y faire en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui est en train de. Donc c'est comme ça qu'il faut se préparer, parce qu'en fait on fait pas une révolution on se prépare pas à la révolution en 5 minutes. Voilà. Et moi je vois des amis qui disent oui, mais le jour où il faudra prendre les armes, non, en fait je le ferai. Non, t'apprendras pas à tirer en 2 minutes, et tu sauras pas protéger ta famille en 2 minutes. Tu trouveras pas un gun en 2 minutes. Tu feras pas des provisions si l'électricité elle s'arrête pendant 3 jours en 2 minutes. Ça n'existe pas. Voilà, je vous imagine même pas ce serait le chaos dans un état défaillant si par exemple dans une grande ville comme Paris, qui compte disons sur la totalité de l'Île-de-France à peu près 12 millions d'habitants, je pense que j'en ai déjà parlé, si l'électricité devait s'arrêter, si ne serait-ce qu'Internet devait s'arrêter. Voilà, vous pourriez plus rien acheter, vous pourriez plus rien vous procurer, et en 3 jours ça deviendrait un festin des cannibales.
Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir une porte blindée, un petit gun à la maison cas échéant, avec des munitions, et puis votre capacité à savoir vous en servir, un peu d'eau, un réchaud, du riz, enfin la base quoi, et un peu de vitamine C quoi, peut-être du chocolat ou du miel, enfin quelque chose qui vous donne un tout petit peu d'énergie avant le retour à l'ordre. Après, j'ose pas parler de ce que c'est que 10 jours, 15 jours dans une grande ville. De toute façon, il faut partir et là, là, c'est l'aventure. Là, vous commencez à rentrer dans le dur et voilà, on rentre dans des scénarios qui sont très très compliqués et honnêtement, si un tel scénario se profile, il faut être parti de la ville depuis très longtemps. Donc voilà. Donc ça, c'est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à la question de la révolution, question qui reste avant tout légitime. C'est dans la Constitution, c'est là. C'est une question à laquelle en fait n'importe quel citoyen devrait avoir en tête, avec laquelle il doit se lever, à laquelle il doit se coucher. Est-ce que l'État pour lequel je travaille, qui me ponctionne autant d'argent, va tenir le coup? Quels intérêts il sert? Et s'il sert pas mes intérêts, comment m'en débarrasser? Ça, c'est des questions qui sont fondamentales pour la vie de tous les jours en fait. Voilà, ça, c'est parce que ça détermine la vie et la mort. Bon. Là-dessus, voilà, nous sommes le peuple, nous n'avons pas à nous faire voler la révolution, nous n'avons pas à succomber sous des institutions qui sont dictées par des gens possédés par des intérêts étrangers. Donc, il y a un moment, en fait, si notre pays n'est plus démocratique, ne sert plus le peuple français, il y a un moment où l'État lui-même doit être démis. Voilà. Et ça c'est une situation qui s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est produite plusieurs fois dans l'histoire avec des rois qui ont été obligés de remonter l'État, remonter des alliances, remonter l'État depuis leur seule personne, parce que en fait, toute la structure étatique était menacée par les invasions étrangères. Notamment pendant la guerre de 100 ans, il me semble. Donc voilà, c'est des situations qui sont en fait c'est pas dramatique de se poser ces questions-là, c'est normal. C'est normal. Ce qui serait normal, c'est retourner à une situation normale, c'est être dans l'apaisement. Mais il faut rester vigilant quand même. Et surtout aujourd'hui, ces questions se posent parce que on a vu qu'avec l'incurie budgétaire de l'État, il y a une réelle volonté en fait de créer un État prédateur, un État qui va tellement à l'encontre des intérêts français que de le faire continuer à exister, c'est du suicide. C'est du suicide pour nous, c'est du suicide pour le peuple français. Voilà. Là-dessus, je vous embrasse et puis je vous parlerai de sujets un peu plus, un peu plus légers les autres jours pour les prochaines séances et puis avec une surprise pour le mois de décembre. Je vous embrasse, à plus tard, bye.